C'est bon, on peut... Bonjour à tous. Nous avons adopté à l'unanimité aujourd'hui les conclusions du rapport sur l'adaptation des modes d'action de l'État dans les Outre-mer, sujet retenu dans le programme de nos travaux pour l'exercice 2024. Il s'agit d'un rapport ambitieux et inédit. Cette étude a fait l'objet de nombreuses auditions ici au Sénat, mais surtout des déplacements dans de nombreux territoires, dans tous les bassins océaniques, donc en Polynésie, à La Réunion, à Mayotte, avant l'ouragan Chido, et dans le bassin océan Atlantique avec la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'était une façon de mieux s'imprégner des réalités des territoires. Je tiens vraiment à féliciter nos deux rapporteurs, Philippe Bas et Victorin Lurel, et sans plus attendre, je vais leur laisser la parole pour présenter ce travail. Merci beaucoup, Micheline. C'est en effet un travail de longue haleine. Pourquoi l'avons-nous entrepris? Parce que la situation de sécurité outre-mer nous a paru très grave et ne cesse de se dégrader. Et nous avons considéré qu'il ne fallait pas seulement s'intéresser aux évolutions institutionnelles, aux questions économiques et sociales qui sont essentielles, mais aussi à la mission première de l'État, qui ne doit pas se replier, mais assumer au contraire pleinement son rôle au service de nos concitoyens, qui sont évidemment les premières victimes d'une situation que je vais essayer de caractériser en vous rappelant quelques chiffres. Homicides, il y en a 1,3 pour 100 000 dans l'Hexagone, 20,6 pour 100 000 en Guyane, 9,4 en Guadeloupe. Outre-mer, 4% de la population, 30% des homicides. 50% des vols à main armée, 25% des atteintes aux personnes, 50% des agressions de gendarmes, 50% de la cocaïne saisie en France n'ont été saisis dans les Antilles-Guyane. 10% des violences intrafamiliales pour un peu plus de 4% de la population et 11% des homicides en France. La prison, il y a une sous-capacité carcérale partout en France, mais la saturation des prisons, c'est 126% de détenus pour la capacité carcérale dans l'Hexagone, mais c'est 143% outre-mer, et rien qu'à Mayotte, où des troubles graves ont eu lieu dans la période récente, 270% de suroccupation carcérale. L'immigration, pour les données dont on peut disposer, qui résultent des recensements et qui sont donc incomplètes, 10% d'étrangers en France, il y en a 20% en Île-de-France, il y en a 50% à Mayotte, et un peu plus du tiers en Guyane. Et une partie de cette immigration alimente la délinquance et la violence. On peut hélas le constater, et la population le sait bien. Ces chiffres, malheureusement, ne cessent de s'aggraver, puisque nous avons vu leur augmentation. Nous disposons de données dans des séries importantes entre 2016 et 2023, dernier chiffre disponible. Mais pour 2024, nous avons, en ce début de mois de janvier, recensé tous les chiffres qui ont été donnés lors des séances de rentrée des cours et tribunaux ultramarins. Et ces chiffres établissent clairement une aggravation qui s'est poursuivie. Et pourtant, l'État n'est pas resté inerte. Les moyens en gendarmes, en policiers ont augmenté. Les moyens en magistrats, en greffiers ont augmenté. Il y a plus de magistrats par habitant outre-mer que dans l'Hexagone par rapport à la population. Mais il n'y en a pas suffisamment par rapport au nombre de délits et de crimes que je viens de vous rappeler, et parfois l'éloignement rend très difficile de mettre en œuvre des poursuites et de prononcer des condamnations dans des délais suffisamment rapides. Donc on voit une situation spécifique
qui s'est aggravé au cours des 10 dernières années et qui s'est encore aggravé l'année dernière. Malheureusement, les chiffres complets seront fournis par les ministères compétents dans les semaines qui viennent. Face à ça, nous avons considéré qu'il fallait, et nous pesons nos mots, un choc régalien. C'est un rapport d'alerte qui a été adopté ce matin, qui est fondé sur l'observation personnelle, au-delà des chiffres que je vous ai présentés, que nous avons fait des choses, en nous déplaçant dans 7 collectivités et en réunissant de l'information par visioconférence ou par des auditions depuis le Sénat pour compléter les observations que nous avons pu faire directement. Ce sont 230 personnes investies de responsabilités au sein de l'État principalement que nous avons consulté pour établir ce rapport. Et donc je crois que avec Victorin Lurel et sous la houlette de notre présidente Micheline Jacques, qui nous a accompagnés partout où nous sommes allés, et grâce aussi à nos collègues sénateurs qui nous ont ouvert beaucoup de portes dans nos départements et collectivités d'outre-mer, nous avons fait un certain nombre de propositions. Vous les trouverez tout à fait détaillées dans le document qui vous a déjà été distribué, le rapport et l'essentiel. J'ai simplement vous donné quelques rubriques très importantes. D'abord, la procédure pénale, telle qu'on peut l'appliquer à Paris, à Besançon, à Marseille ou à Quimper, ne s'applique pas dans des conditions d'efficacité comparables dans certaines collectivités d'outre-mer en raison de l'éloignement quand il s'agit d'archipels ou aussi en Guyane quand on est dans la forêt vierge. La garde à vue, par exemple, elle ne peut se faire que pendant 48 heures avec ensuite des prolongations. Mais si on est dans la forêt amazonienne, nous demandons que le point de départ de la garde à vue se fasse au maximum au bout de 20 heures, mais pour laisser le temps de transporter le suspect jusqu'aux services qui vont pouvoir mener l'enquête de manière efficace. Pour la présence de l'avocat, nous pensons qu'il faut utiliser très largement, en modifiant s'il y a lieu la législation, le défenseur agréé, parce qu'il n'y a pas d'avocat partout. Et donc, il ne faut pas que l'absence de l'avocat empêche à la justice de passer. Donc nous pensons qu'il faut se donner les moyens. Puis alors que, outre-mer, on parle souvent plusieurs langues depuis sa plus tendre enfance, on demande des interprètes agréés. Et on met en panne les jugements des affaires tant qu'on ne les a pas. Eh bien écoutez, qu'on puisse recourir, en veillant à la qualité de ces interprètes et à leur indépendance, à des interprètes qui n'auront pas tous les diplômes dont on a besoin, mais qui parleront parfois mieux la langue que les diplômés. Ce sont des mesures ponctuelles, mais ça veut dire un réexamen de l'ensemble de la procédure pénale pour, sans renoncer aux garanties nécessaires pour les justiciables, on ait une justice pleinement efficace. Il faut assortir ça, bien sûr, d'un certain nombre de mesures d'organisation. La justice est parfois trop lointaine dans son organisation et pas assez spécialisée, notamment quand il s'agit des narcotrafics. J'en viens justement au narcotrafic. Il y a le problème des mules en Guyane, des contrôles pour lesquels il faut donner des bases légales avant l'embarquement dans les avions, de la sécurisation des arrêtés d'interdiction des préfets pour l'embarquement, qui sont évidemment une limite à la liberté d'aller et venir, et qui pourraient être annulés par les tribunaux si la loi ne consolidait pas ces arrêtés, qui sont très efficaces. Et puis il faut prévoir un certain nombre de peines complémentaires. L'immigration est un phénomène qui comporte des coups de boutoir sur la stabilité de nos collectivités ultramarines, particulièrement à Mayotte et en Guyane, mais on sent que la difficulté risque de se propager à d'autres territoires. Là aussi, un certain nombre de mesures sont possibles. Pour Mayotte, Monsieur Lurel y reviendra tout à l'heure, notamment sur le déploiement du rideau de fer qui a été annoncé et un certain nombre d'autres mesures, notamment celles qui touchent à l'accès à la nationalité. Voilà très rapidement exposer un certain nombre de points qui nous paraissent
tout à fait essentiel. Et peut-être maintenant est-il temps que Victorin Lurel vous parle de la partie qu'il devait prendre en charge et qui va porter notamment sur la dimension internationale des choses. Merci Philippe, merci chère présidente. Je dois vous dire en préambule que je suis un vieil élu, mais que c'est ce premier rapport, et je suis un peu gêné de le dire, après pratiquement 23 ans, 24 ans de vie parlementaire, qui donne une vision globale de la situation des Outre-mer, sur tous les plans, sur le plan régalien, c'est-à-dire le cœur de l'action de l'État. J'insiste pour que nous soyons bien compris par les opinions publiques. Il ne s'agit pas de prendre quelques pouvoirs aux élus locaux, aux collectivités. Il s'agit bien là de cœur non transférable de l'action de l'État, le pouvoir régalien. Et c'est vrai qu'on s'est centré sur la sécurité, la justice et la défense. Il y en a bien d'autres, hein, mais c'est tellement vaste que nous avons concentré notre travail sur ces trois grands domaines. Philippe a évoqué la situation, les menaces, les propositions. Elles sont presque essentiellement de nature interne. Ce sont des menaces internes. Mais la plupart des menaces sont plutôt exogènes, venant de l'extérieur. C'est le narcotrafic, c'est le trafic d'armes qui accompagne souvent le narcotrafic, blanchiment d'argent, l'immigration clandestine, la pêche illégale, l'orpaillage, les ingérences étrangères. C'est un peu normal, nous avons le deuxième espace maritime au monde et la plus longue frontière terrestre est avec le Brésil en Guyane. Je crois qu'il doit avoir plus de 750 km de frontières. Je ne parle pas avec le Suriname. C'est poreux et mal protégé. Nous montrons dans le rapport et dans la continuité des travaux faits par la délégation qu'il y a un environnement de plus en plus instable et complexe. C'est vrai que partout dans le monde, mais aussi dans ces régions-là, dans l'Indo-Pacifique et dans l'Atlantique Caraïbe, la compétition entre nations s'est accélérée, s'est intensifiée par des moyens peut-être invisibles, mais en tout cas, les nations en savent quelque chose, et l'élection américaine a prouvé combien le numérique, le satellitaire, comment ça pourrait peser sur les nations et sur la vie. On a vu récemment, mais c'est pas nouveau, même si l'intensité est plus forte, la fameuse conférence de Bakou en Azerbaïdjan, traitant la France de pays colonialistes, colonisateurs, etc., et soutenant un certain nombre de mouvements. Si on devait, face à ces menaces, c'est l'exposé par Philippe Bas, l'interne, la violence, les violences intrafamiliales et que sais-je encore, on ne devait en donner qu'une réponse administrative et judiciaire, ça ne changerait pas la donne. Et l'État continuerait à arroser le sable, comme on le dit dans le rapport. Il faut changer donc de paradigme. Il faut une nouvelle offensive, une attitude plus offensive pour établir le plein exercice de sa souveraineté dans l'exercice de ses compétences régaliennes outre-mer. Il faut rétablir, si j'ose dire, un rapport de dissuasion, de repousser les menaces à nos frontières et de les traiter le plus en amont possible. Pour cela, trois éléments. Il faudrait une action diplomatique et une coopération régionale policière et judiciaire intensive, forte. Il faudra un durcissement de l'emploi des forces, si nécessaire. Et enfin, restaurer la crédibilité du contrôle de nos frontières maritimes et terrestres. La première priorité, l'action diplomatique, qui est encore aujourd'hui l'angle mort de l'action publique outre-mer. Il faut définir une diplomatie française outre-mer
ou des Outre-mer, c'est-à-dire une diplomatie qui, dans la définition de nos relations avec les pays voisins des Outre-mer, prend prioritairement en considération les intérêts de ces territoires. Elle doit être co-construite avec les territoires. Cela peut se faire sur la base de la loi Letchimy, qui a donné plus de possibilités aux collectivités pour traiter, négocier, échanger et contractualiser avec les pays voisins, sous réserve d'un accord préalable du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères. Sur l'orpaillage illégal, il faut détruire les bases arrières des Garin Peiros qui sont installées tout le long du fleuve, côté surinamien. Il faut couper leur logistique et cela suppose là aussi une autre doctrine et une action encore plus forte. Et pour cela, il faut durcir l'emploi des forces et démultiplier la coopération judiciaire et policière avec tous les États situés dans l'espace régional des Outre-mer. L'emploi des forces, il faut, et je passe vite, 8000 Garin Peiros installés dans la forêt guyanaise, pour ce que l'on en sait, plus de 450 sites d'orpaillage illégal, plus de 10 tonnes d'or qui passent par le Suriname et qui sont traités souvent à Dubaï. Il y a manifestement un sujet qui requiert toute l'attention et toute l'action de l'État. Ça requiert donc un changement de doctrine. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, puisque ce qui se fait aujourd'hui et depuis 20 ans, c'est des militaires et des gendarmes. Mais on est dans un état de droit, les gendarmes peuvent conduire des enquêtes judiciaires, ce n'est pas le cas des militaires. Ils doivent respecter les procédures, ce qui peut, hélas, limiter quelquefois la célérité et l'efficacité de l'action. Nous proposons donc de considérer que l'orpaillage qui porte atteinte aux intérêts français, aux intérêts guyanais, comme menace extérieure, comme un ennemi extérieur. Donc, de pouvoir justifier de l'emploi des forces armées en utilisant l'article R 1421-1 du Code de la Défense. Donc, durcir l'emploi des forces armées en activant ce dispositif. La création de zones de défense et de sécurité sur certaines parties du territoire guyanais autoriserait les forces armées à être primo-intervenantes, de manière autonome, pour réagir à cette menace et recourir à tout moyen de réplique nécessaire sous réserve du principe de proportionnalité et non plus de légitime défense au sens du code pénal. Troisième priorité, la crédibilité du contrôle dans nos frontières maritimes et terrestres. Géant pied d'argile, comme on l'écrit dans le rapport, l'espace maritime appelle une consolidation rapide de sa protection et de sa préservation. La loi de programmation militaire 2024-2030 apporte de premiers éléments de réponse. Faut-il encore qu'elle soit respectée et qu'elle soit mise en œuvre. Mais il y a des propositions qui figurent. Le projet de rideau de fer, et ce matin lors de la présentation, des collègues ont posé des questions sur le rideau de fer. Ce n'est pas simplement pour Mayotte. C'est aussi pour tous les... C'est la Guyane, mais c'est aussi les Antilles. Le rideau de fer, on l'applique pour Mayotte, qui doit inspirer une modernisation complète de nos infrastructures de contrôle des frontières et de nos espaces maritimes. Philippe l'a exposé en matière de surveillance des côtes, en matière de radar à rayon X ou à ondes millimétriques, sur les moyens nautiques, les bases nautiques, les canaux semi-rigides. Bon, cette demande-là existe aussi pour les Outre-mer. Il y a là un déficit d'équipement pour la surveillance des côtes aux Antilles. En Guyane, ça s'est amélioré avec le contrôle à 100%, mais il y a, à cause de ces contrôles plus fréquents, de l'interdiction de vol ou de l'interdiction d'embarquement, donc tout ça doit avoir une base législative, et on le verra dans la PPL portée par les collègues Jérôme Durin et Étienne Blanc. Il y a un déport qui se fait sur la Martinique et la Guadeloupe, et peut-être
plus sur la Guadeloupe que sur la Martinique parce que il y a quelques équipements supplémentaires en Martinique, puisque c'est là que se trouve l'état-major. Donc là où c'est moins surveillé, c'est là où se fait le détournement de trafic sur le port de Pointe-à-Pitre. Je ne vous cacherai pas ma peur personnelle. Il y a un très grand projet de port en eau profonde, et en Guadeloupe et en Martinique. Mais aujourd'hui, avec 11 mètres comment on dit ça, de profondeur, c'est un nom précis, c'est pas protégé et la poudre blanche entre assez facilement. Alors imaginez demain un plus grand port avec des portes-containers jusqu'à 16 mètres. J'avoue que ce projet doit être réévalué en fonction des efforts faits en matière de surveillance et de contrôle. Vous n'avez pas de radar à l'aéroport, vous n'avez pas de scanner au port, on parle de scanner mobile, on en parle, mais il faut des scanners fixes, il faut du laser, il faut des caméras thermiques, bref, il faut un ensemble d'équipements pour mieux protéger. Aujourd'hui, le canal de la Dominique, mais aussi le canal de la Sainte-Lucie, qui sépare Sainte-Lucie de la Martinique de Dominique, Dominique de la Guadeloupe. Il y a des radars qui ne fonctionnent pas, qui sont souvent en panne en Martinique. À Mayotte, c'est la même chose. Donc il y a là un effort d'investissement à faire. Ce n'est pas si évident que ça, sachant que la situation budgétaire de la nation est difficile. Il faut donc un plan d'investissement sur 5 ans pour déployer des systèmes globaux de surveillance pour tous ces territoires. Je finirai, pour ne pas être trop long, puisque j'ai déjà parlé des ports et des aéroports, et du triptyque indispensable à ce choc régalien, je parlerai de la place du préfet dans cette gouvernance-là. Le préfet doit être le chef d'orchestre, parce que nous parlons des actions de l'État, des pouvoirs et des compétences reconnus à l'État, non transférables aux collectivités. Le préfet, aujourd'hui, à notre sens, est un peu trop seul et trop démuni. Il est apparemment le représentant du gouvernement, mais il peut pas faire grand-chose sur l'éducation. C'est vrai que ça, son utilité et sa pertinence, l'éducation, donc le recteur, l'ARS, un certain nombre de la DRFIP et que sais-je encore. Et même les services déconcentrés de l'État, DEAL, DAF et autres, le préfet n'a pas toujours la main. Il n'a même pas tout à fait la main sur les BOP, les budgets opérationnels de programme, c'est-à-dire des crédits pour engager des actions. Donc il faut une déconcentration renforcée, et on l'explique dans le rapport, peut-être en s'inspirant de ce qui a été fait en 2019 en Guyane. On a reconfiguré les pouvoirs de l'État dans 5 services différents. On n'a pas élastiré le bilan de cette expérimentation pour savoir si elle est généralisable. Et je finis laisser et donner au préfet un rôle diplomatique. On a quelques représentants, il y a un ambassadeur français à Sainte-Lucie, bon, pour tout l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, à Trinidad, à Cuba, en Jamaïque, en République dominicaine. À peu près 6, et quand on prend l'Amérique centrale, la Mésoamérique, il y a 2 autres, ça fait 8. Depuis 10 ans, il y a 36 représentants chinois dans la Caraïbe. En géopolitique, ils ont beaucoup avancé. Et aujourd'hui, les États-Unis veulent revenir. C'était leur Mare Nostrum. Ils avaient un peu quitté. Avec Trump, ça va s'accélérer. Ils reviennent. On avait laissé un peu. D'où la polémique que vous entendez sur le canal de Panama, qui joint l'Indo-Pacifique à l'Atlantique. Celui qui maîtrise ça, eh bien bon, a une longueur d'avance. C'est ce que Trump, lui, veut éviter. Ensuite, sur la question des ressources humaines, le nombre d'originaires qui veulent venir travailler, qui veulent être mutés ou affectés là-bas, c'est toujours un problème. En août, je crois, 2023, on a redéfini, c'est, je crois, le Premier ministre, les CI2M, les centres des intérêts matériels et moraux, pour permettre de mieux appliquer et surtout de mieux harmoniser entre les différents ministères, entre la PHP et les collectivités, comment appliquer ça. Donc on ne va pas entrer dans le détail technique, mais il est certain qu'il faut un peu plus de cadres originaires
de ces territoires. Ça se fait bien pour le pénitentiaire, ça se fait bien pour certains territoires qui restent attractifs. C'est le cas de la Réunion et de la Polynésie. C'est plus compliqué pour Mayotte et la Guyane. Une situation intermédiaire pour la Guadeloupe et la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy où ça coûte cher. Il faut trouver les moyens appropriés et pas budgétairement dispendieux pour attirer les talents venant travailler dans les Outre-mer. Je dis ça parce qu'il y a une polémique récente en Guadeloupe. On dit ah ouais, mais il y a un magistrat, une magistrate qui a fait venir son conjoint qui lui-même est procureur. C'est pas normal, ça ne se passe que sous les tropiques. Non, il y a un cadre précis pour ça. Surtout les deux personnes sont procureurs, mais ce n'est pas une faveur faite, ni une sorte de récurrence ou de répétition d'habitude ou de réflexe colonialiste. Non, 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 il y a bien un cadre et c'est approprié pour que nous ayons des vacances pas trop longues en matière de magistrature. Je m'arrête là pour me soumettre à vos questions. À mon avis, hein, s'il y a des questions, vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Bon, ben, s'il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions. Si, madame, peut-être. En matière de budget, Oui. Lise Vogel pour France Télévisions. En matière de budget, comment est-ce qu'un tel rapport se traduit et est-ce que du coup vous prévoyez une augmentation du budget pour 2025 pour pouvoir mener à bien les propositions que vous avez détaillées ici? Nous allons formuler chacun notre part de la réponse. Notre rapport n'a pas évalué le coût des mesures qui sont proposées, lesquelles d'ailleurs ne supposent pas toutes la mobilisation de moyens supplémentaires. Des moyens supplémentaires, il y en a eu déjà. Le nombre de magistrats et de greffiers a augmenté. Les policiers et les gendarmes sont respectivement au nombre de 7 000 et 8 000 outre-mer. Les effectifs ont été consolidés. Néanmoins, nous savons qu'il y a un effort d'investissement considérable à faire. Quand on a parlé tout à l'heure du rideau de fer à Mayotte, ça veut dire quoi? Ça veut dire des drones, des radars en état de marche, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, des bâtiments d'interception, une présence navale entre les Comores et Mayotte, des bases nautiques avancées dans les points de l'île des Comores où accostent les kwassa-kwassa, et ce dispositif a été déjà prévu par l'État. Maintenant, il faut qu'il le mette en œuvre, et nous sommes prêts naturellement à soutenir cette priorité. Mais nous considérons que la déstabilisation pour cause d'insécurité d'un certain nombre de nos collectivités ultramarines provoque des troubles qui, s'ils ne sont pas suffisamment traités, vont entraîner des dépenses beaucoup plus grandes. Vous voyez bien que si une société est complètement déstructurée, si des violences urbaines se développent, si des dégradations d'équipements publics se multiplient, le coût, et pour les entreprises, le coût pour la collectivité est très important. Donc l'État doit faire ses arbitrages. Nous soutenons l'effort de redressement des finances publiques, mais nous sommes obligés de dire que l'impact économique et social d'une insécurité qui ne se réduirait pas, mais au contraire continuerait à s'aggraver, est beaucoup plus fort que l'effort d'investissement que nous devons maintenant chiffrer avec l'aide de l'État. Et nous sommes en contact notamment avec le ministère de l'Intérieur. Nous allons transmettre aussi notre rapport au ministre de l'Outre-mer et au ministre de la Justice, ainsi qu'au Premier ministre. Et une seconde étape après le rapport, c'est sur les aspects de régulation des mesures législatives, pour la plupart sont déjà énoncées dans le rapport lui-même, sur les mesures d'organisation, par exemple, rapprocher la justice des lieux
de la sécurité, ce qui n'est pas toujours le cas en Guyane, aux Antilles, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Ce sont des mesures d'organisation principalement. Et puis, il y a des mesures de moyens qui relèvent surtout de l'investissement, plus encore que des effectifs. Et ces mesures de moyens sont évidemment aussi des économies par rapport à ce qui se passera si on laisse la situation se dégrader. Tout est dit. On n'a pas fait d'évaluation budgétaire ou financière, mais on évoque assez souvent les lois de programmation, à condition qu'elles soient mises en œuvre. Pour le militaire, il y a des choses prévues jusqu'en 2030. Sur l'immobilier de la justice, il y a des choses qui sont prévues. En matière pénitentiaire, des choses qui sont prévues. C'est vrai qu'il faut compter avec les aléas. On a vu Chido et on a vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. La mission Outre-mer, donc le budget, pour être clair, des Outre-mer a été augmenté d'à peu près 700 millions. Mais il y a, c'est vrai, des choses qui ne relèvent pas forcément du budgétaire. Ça relève pour partie du législatif, du réglementaire. Et ça peut déjà se faire. Mais comme on a des arrière-pensées, Philippe et moi, peut-être qu'on en fera une PPL et on va peut-être évaluer et le coût que ça pourrait faire sur 5 ans. D'ailleurs, on propose un plan d'investissement sur 5 ans pour évaluer tout ça et donner un horizon de programmation à l'action de l'État. Voilà. Eh bien, écoutez, parfait. Merci, et merci de l'intérêt que vous avez manifesté à nos travaux. Merci. Merci.